Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. L'homme le plus riche de la ville. Le manoir Robinson était gigantesque. D'inspiration européenne, le château était constitué d'une bâtisse longue de 20 yards en son centre, à laquelle venait se greffer de chaque côté une aile s'étendant sur 50 yards. L'ensemble de la structure s'élevait sur 3 étages et s'achevait sur un toit plat jonché de quelques sommets de cheminées d'où s'échappaient de sombres nuages de fumée et de cendres. L'antre du père Robinson avait été bâti sur une haute colline, permettant à ses occupants de conserver un œil impérieux sur Walnut Grave. Le manoir se trouvait à seulement 2 lieues de la ville et y était relié via une longue route, tantôt terreuse, tantôt pavée, qui venait se déverser en un labyrinthe de petites ruelles qui formaient le district Est, le quartier ouvrier de Walnut Grave. À l'aube du XXe siècle, le développement du chemin de fer et l'implantation de l'usine de locomotives du père Robinson avaient attiré de nombreuses familles de migrants sans emploi, conduisant à la construction d'infrastructures spécifiques aux besoins de cette nouvelle population industrielle. En plus de ses logements, de ses magasins et de son église, le district Est s'était bâti autour de l'ancienne gare ferroviaire qui avait été rénovée et agrandie suite à la multiplication des trains passant par Walnut Grave. Pour atteindre le manoir, Robin Finger fut forcé d'emprunter les dédales de rues et d'avenues tortueuses qui façonnaient le district Est. Le médecin, malgré qu'il fût un enfant du district Nord, connaissait assez bien ce giron ouvrier. Dès l'adolescence, quand il fut en âge de travailler, son père, le commerçant idéaliste, l'envoyait souvent livrer des commandes dans ce quartier, avant que n'émergent des magasins au cœur même du district Est. Et comme dans les autres quartiers, les badauds demeuraient admiratifs devant le sauveur de la ville. Ils le hélaient en pleine rue et venaient lui serrer la main pendant qu'il traversait le district en direction du manoir Robinson. Mais le médecin était trop impatient de revoir ses camarades pour savourer un énième bain de foule. Tout en observant les toits de la ville si lointaine, Kane Miller demeurait, comme à son habitude, anxieux sur le devenir de Walnut Grave. En tant que directeur des chemins de fer du comté, il avait vu la corruption dominer les fonctionnaires et les hommes d'affaires qu'il côtoyait. Héritier d'une lignée prestigieuse qui avait accompagné les grands bouleversements de la nation américaine, Kane avait dû très jeune endosser son costume de dirigeant ambitieux et bienveillant à l'égard de ses employés. À son arrivée à San Francisco 30 ans plus tôt, son père avait investi tout le trésor familial pour bâtir son empire ferroviaire qui s'étendait désormais de la côte ouest jusqu'à Chicago. Bill Robinson avait lui aussi cru à ce rêve de prospérité. Associés face à la concurrence ferroviaire, Robinson et Miller avaient tout misé sur la croissance exponentielle de Walnut Grave. En ce début de siècle nouveau, l'implantation de l'usine de locomotives dans cette ville avait marqué le premier pas des deux anciens dans leur conquête du cheval de fer américain. Malheureusement pour eux, ce rêve d'une cité entièrement industrielle n'allait pas en adéquation avec les activités du syndicat des travailleurs qui avait lui aussi des visées sur les voies ferrées du Tennessee. Kane avait grandi au bord du Pacifique, loin des tumultes de Walnut Grave. Il était l'héritier Miller, le sang neuf de cet empire bilatéral. Et à des centaines de lieues, Malcolm, le fils de Bill Robinson, fut lui aussi élevé dans l'unique but de remplacer son père de plus en plus affaibli par l'âge. Plus tard, une main anonyme en déciderait autrement. Dernier mâle des deux familles, Kane s'acharna pendant 8 ans à enrichir la renommée de son nom, dont il fut rapidement le dernier représentant. L'empereur orphelin se lia alors avec la dernière figure paternelle qu'il put trouver, celle d'un père en deuil à des milles de San Francisco. Sa correspondance avec Bill Robinson l'Ancien
permit à Kane d'entrevoir le cancer qui gangrénait lentement Walnut Grave. Au printemps 1908, Kane Miller se décida finalement à agir. Adieu San Francisco et les fantômes des Miller. À l'horizon de son destin, l'attendaient les spectres de Walnut Grave et ceux qui les avaient fait naître. Présenté comme nouveau directeur en prévision de la mise à la retraite du père Robinson, Kane découvrit une ville pitoyable, manipulée par le syndicat des travailleurs qui avait même réussi à s'immiscer dans l'usine de locomotives. Il vit ses ouvriers gaspiller le fruit de leur labeur pour remplir les coffres des criminels qui les menaçaient de mort. Désemparé, il découvrit la paralysie judiciaire qui régnait chez les juges et les policiers. Au fil du temps, Kane s'enferma dans la demeure de feu son associé disparu prématurément, avec pour seule compagnie le père Robinson dont la soif de vengeance attisa le cœur du fils Miller. Sentant sa haine émerger à chaque témoignage qui lui était raconté, Kane se mit à étudier l'art de la guerre. En 1912, le fils Miller connaissait tout de la stratégie militaire. Sun Tzu, César, Bonaparte, au diable les cultures civilisées. L'ennemi de Walnut Grave, les esclavagistes du syndicat, les assassins de Malcolm Robinson, de son épouse et de son fils, tous étaient déjà là, se pavanant dans les rues au nez de la police. Une approche frontale ne fonctionnerait jamais. De l'effroi, tel était le véritable remède. De l'invisible, du surnaturel. Et par chance, Bill Robinson avait servi sous le drapeau confédéré, et sa bibliothèque regorgeait d'histoires que le monde moderne oubliait peu à peu. Pontiac, Geronimo, Cochise et Red Cloud apportèrent bien plus d'enseignements qu'une énième relecture de la bataille de Yorktown. Quand il déambula pour la première fois en pleine nuit dans les rues de Walnut Grave, Kane était déjà devenu cette ombre que l'on surnomma le Cavalier Noir. Il singea la guérilla indienne et devint rapidement un symbole de vengeance masquée, inspirant la peur chez ses ennemis. Filant dans les rues sur un cheval noir, il se découvrit un goût pour la mise en scène lors de ses virées nocturnes. Nuit après nuit, les cadavres se multiplièrent et la peur s'intensifia. Sa rencontre avec Robin Finger au mois de novembre 1912 le poussa finalement à changer de méthode et rejoindre le camp des bienfaiteurs de la justice. Le Cavalier Noir devint le fer de lance de la grande révolution de décembre. Il accompagna les Minutemen dans leur purge, tout en conservant l'anonymat auprès des honnêtes citoyens de Walnut Grave. Perdu dans ses pensées, Kane observait la minuscule silhouette de Robin s'approcher du manoir. Sa serviette, pleine de miracles médicaux, pour soigner son épaule encore hurlante des combats de décembre. Appuyé contre la froide transparence de la fenêtre, il vida d'un trait un verre de whisky et se tourna vers Charlène Marston, trop occupée à siroter une tisane avachie sur le coûteux canapé du grand salon. Exténuée par sa traque nocturne, la jeune trappeuse luttait pour conserver les yeux ouverts, pendant que Kane partait remplir son verre sur le bar qui s'étendait sur toute la longueur d'un des murs de la pièce. Robin arrive. Au moins, ça fera un peu d'animation. Tu vas lui dire pour le Cherokee ? Le directeur laissa l'alcool déborder sur le comptoir. Il reposa sa bouteille et but d'un trait son verre. Lui dire quoi ? Quand encore une fois, ce fantôme nous a fait faux bond ? Cela fait 2 semaines que le syndicat a été légalement dissous, et voilà qu'un énergumène se met à jouer les justiciers masqués en pleine nuit. Il prend exemple sur ses aînés. Kane prit une inspiration pour répondre au colibé de sa camarade, mais il fut interrompu dans sa lancée par l'irruption du vieux Robinson. Monsieur Finger est là. Et c'est parti. Fort bien, monsieur. Miss Marston, désirez-vous que je prépare une nouvelle tisane ? Non merci, Bill. C'est fort aimable, mais cela suffira amplement. Vous n'êtes pas obligé de vous donner tant de mal. Oh, vous savez, pour une fois que quelqu'un boit autre chose que de l'alcool dans cette maison. Certains péchaient, d'autres se laissaient mourir dans des hospices, mais pas le vieux Robinson. Dès l'arrivée de Kane, l'ancien directeur avait usé de toute son énergie pour former le futur Cavalier Noir. À force de rester cloîtré dans son manoir,
Bill s'était trouvé comme nouvelle occupation de jouer les domestiques dans sa propre maison. Un rôle qui l'aidait à rester actif, en plus de cette rage qui le rongeait en son fort intérieur. Robin apparut dès le départ du vieux Robinson. Le médecin affichait une mine radieuse malgré ses joues rougies par le froid qui l'avait pourchassé tout le long de sa marche. Monsieur Miller, prêt pour votre traitement hebdomadaire? Quand tu veux, Rob. Bonjour Charlène, je ne m'attendais pas à te voir ici. Disons que c'est le seul endroit où j'étais sûre de ne pas être ennuyée par la vie citadine. Les deux hommes s'installèrent près de la grande table du salon. Le médecin sortit ses outils, tandis que le directeur s'assit en déboutonnant sa chemise. Derrière ses lunettes rondes, Robin jeta un coup d'œil rapide au bandage qui couvrait l'épaule de son ami. Dis, tu n'aurais pas gratté ta blessure? C'est pas l'envie qui m'a manqué. Heureusement que la bouteille est là pour t'aider. Le justicier blessé fit semblant de ne pas avoir entendu cette dernière boutade. Laissant Robin le soigner, Kane repensa aux événements récents qui avaient frappé la ville. Le Cherokee a encore fait des siennes cette nuit. Oui, Johnson m'en a parlé. Il a ligoté 2 hommes devant le commissariat et laissé un cadavre avec pour seul message « Désolé, il a résisté ». Un vrai gentleman, notre nouveau Cochise. Attention, j'enfonce l'aiguille. Robin, tu pourrais être sérieux 30 secondes. Aïe, ça pique, ta saloperie. Allons, c'est juste l'antidouleur. Bien, parlons. Qu'est-ce qui te tracasse? Le cavalier noir plongea son regard inquiet dans les yeux confiants de Robin, dissimulés derrière ses lunettes. On a un gros problème. Tout le monde fanfaronne parce que le syndicat a fini au trou il y a 2 semaines. Et pourtant, on enchaîne les galères. Il y a la bande d'Oswald de Manchot qui fait profil bas. Ça, il fallait s'y attendre. Le gang des suicidaires a complètement disparu alors qu'il s'était rallié à Seagull. Et puis, la cabale du crâne noir s'amuse à peindre des têtes de mort dans le district Est sans qu'on arrive à coincer un seul de ses allumés. Et maintenant, alors que le gouverneur a annoncé qu'il viendrait nous remercier officiellement pour service rendu envers la nation, voilà que ce Cherokee déboule de nulle part et nous pique notre boulot, sans même nous prévenir. Et pourtant, tu m'avais dit que le gang des suicidaires c'était de l'histoire ancienne? Non, tu n'as rien compris, Rob. Je t'ai dit que j'avais épinglé l'un d'eux en novembre et qu'il m'avait tout avoué avant que je ne l'envoie devant Saint-Pierre. C'était l'Australien, j'ai oublié son nom. Mais il reste les autres, le Mexicain, le type de l'Alabama, le Californien et la fille du Dakota. Et tous sont dans la nature à préparer Dieu sait quelle monstruosité. Robin posa délicatement des bandages propres sur l'épaule de Kane et examina une dernière fois son œuvre avant de ranger son matériel. Voilà, j'ai fini. Bon, on reparlera de tout ça plus tard. Idem pour le Cherokee. Il finira bien par se montrer un de ces soirs. Va dire ça à Charlène. Elle a encore passé la nuit à chercher ce gars. Et les autres? Ils étaient où? Ils dormaient. Harry et Martin passent leur journée à gérer les protestations de la population. Et Jerry a dû leur filer un coup de pouce tellement ils étaient saturés. Mais vous inquiétez pas, je peux m'en charger. C'est juste un rythme à prendre. Un long silence domina alors le salon, rompu par le lointain brouhaha de la ville. Les 3 héros se jetèrent des regards emplis de questions, essayant de deviner les pensées des autres. Robin reprit finalement la parole et tâcha de changer de sujet pour apaiser les tensions. Pauline m'a dit que tu n'avais toujours pas répondu à ses requêtes. Désolée d'être trop occupée à faire régner l'ordre dans cette ville. Pourtant, c'est important pour nous tous. En rejoignant la Société des Dames de Walnut Grave, tu pourrais par exemple... Non, Rob. J'ai pas oublié le regard des femmes quand je suis arrivée ici. Et maintenant? Elles veulent faire de moi la vitrine de leur mouvement? Non merci. Je suis pas un panneau publicitaire. Jerry en a gardé un très mauvais souvenir. Va savoir, tu pourrais te trouver une âme sœur dans ce poulailler. Kane vida son verre une énième fois et retourna au comptoir. Il conserva une oreille attentive à la réponse de Charlène. C'est pas parce que je n'aime pas les hommes que je dois pour autant apprécier les femmes. Elles sont toutes pareilles, bien sages dans leurs robes, laissant leur mari décider à leur place.
Et quand l'une d'elles a des problèmes, elles préfèrent tourner les talons et aller jouer avec leurs marmots. Désolé, Rob. Tu diras à ta dulcinée que malheureusement je ne répondrai pas favorablement à sa requête. Si elle souhaite que nous discutions toutes les deux, alors soit. Mais pas au milieu de son cirque de donzelles, s'empiffrant de gâteaux en parlant de la perfection de leurs époux. Robin demeura souriant devant le discours de Charlène, amusé par le portrait qu'elle avait fait de son épouse. Agrippant sa serviette, il se dirigea vers la porte du salon et se tourna une dernière fois avant de partir. Je saluerai Pauline de ta part. Demain, nous reverrons les emplois du temps de chacun. Il nous faut ce Cherokee. Avec un peu de chance, il pourra nous mener à Oswald le Manchot ou au leader de la cabale du crâne noir. Et Kane, je te le répète une énième fois, si tu veux que ça cicatrise sans laisser de chichi, il faut que tu arrêtes de te charger dès 10h du matin. Le directeur se contenta de sourire, son verre de nouveau rempli à la main. Le médecin salua ses amis et quitta la pièce, laissant Kane songer aux nouveaux défis qui se dressaient devant lui et ses camarades justiciers. Sur le chemin du retour, Robin repensa à ce nouveau héros nocturne qui inquiétait ses compagnons d'armes. Si les Minutemen venaient à échouer, ce Cherokee pourrait être le remplaçant idéal, en supposant bien évidemment qu'il fût réellement de leur côté.